Alors, analyser une demande d'intervention, on pourrait croire que c'est simple, non? Eh bien, en réalité, c'est souvent bien plus complexe que ça. Aujourd'hui, on va jouer les détectives, on va apprendre à décoder ce qui se cache vraiment derrière une demande professionnelle. C'est une compétence, croyez-moi, qui est absolument essentielle si on veut que notre intervention soit pertinente, éthique, et puis surtout qu'elle serve à quelque chose. Allez, on y va. Voilà, l'exemple typique. Un manager qui demande un petit coup de main pour son équipe. Ça a l'air simple, hein. Franchement, c'est direct, c'est concret, mais méfiance. Cette simplicité de façade, elle peut cacher une réalité bien différente. Et c'est justement ça, cette réalité cachée, qu'on va aller déterrer ensemble. Alors, première étape de notre enquête. Il faut bien comprendre qu'une demande, quelle qu'elle soit, a toujours, disons, deux facettes. D'un côté, il y a la version officielle, ce qui est clairement énoncé. Et de l'autre, il y a tout ce qui se passe en coulisses. C'est vraiment la distinction fondamentale entre ce qui est dit et ce qui n'est pas dit. On va appeler ça la demande explicite et la demande implicite. Et ça, c'est vraiment le cœur du sujet. L'explicite, c'est la vitrine, la façade, le truc propre et bien présenté. Bonjour, nous aimerions une analyse de la pratique. L'implicite, par contre, c'est l'arrière-boutique. C'est là qu'on trouve les tensions, les crises non résolues, parfois même des objectifs cachés. Du coup, notre tout premier job, c'est de réussir à démêler ces deux fils. Bon, comme n'importe quel bon détective, on commence par les faits, les bases. Qui est à l'origine de la demande, au juste? La direction? Les RH? L'équipe elle-même? Ça change tout. Et ils demandent quoi concrètement? Une analyse? Une médiation? Une formation? Pour qui? Et sous quel format? Toutes ces questions, a priori simples, sont en fait cruciales pour commencer à planter le décor. Et là, attention, premier gros point de vigilance, le mot analyse, celui-là, il faut s'en méfier. Parfois, c'est un véritable cheval de Troie. On vous demande officiellement d'analyser les pratiques, mais en sous-main, l'attente réelle, c'est peut-être tout autre chose. Apaiser des conflits, faire passer un message managérial, ou pire, servir d'outil d'évaluation déguisé. Bref, la méfiance est de rigueur dès le début. Ok, on a posé les faits, la partie visible de l'iceberg. Maintenant, on va creuser. C'est là que l'enquête devient vraiment passionnante. On quitte la surface et on plonge dans les non-dits de l'institution. Il faut se demander, c'est quoi l'ambiance générale en ce moment? Est-ce qu'il y a une réorganisation, une crise qui ne dit pas son nom, peut-être une souffrance au travail que tout le monde ressent, mais que personne n'ose formuler? Et puis, la fameuse question, à qui profite le crime? Ou, pour être plus juste, à qui profite vraiment cette demande d'intervention? C'est souvent en répondant à ça qu'on découvre la véritable nature de la demande. Et tout ça nous amène à la question centrale vraiment. Est-ce qu'on cherche à soigner la pratique professionnelle de l'équipe ou est-ce qu'on essaye de mettre un pansement sur les symptômes d'un problème beaucoup plus large, un dysfonctionnement de l'institution elle-même? Je vous assure, la réponse à cette question, elle change absolument tout. Ok, maintenant qu'on y voit un peu plus clair sur la situation, on passe à la deuxième grande étape. On va vérifier les conditions. Est-ce que le terrain est viable ? Est-ce qu'on peut y mener une intervention qui soit saine, qui soit éthique? Parce qu'il y a des points, des fondamentaux sur lesquels on ne peut tout simplement pas faire de compromis. Et ces fondamentaux, ces piliers de la confiance, les voici. D'abord, est-ce que les gens sont là de leur plein gré? Ou est-ce que c'est une participation, disons, fortement encouragée? Ensuite, la confidentialité. Est-elle garantie à 100%? Et je dis bien 100%, surtout vis-à-vis de la direction. Troisièmement, est-ce que c'est bien clair pour tout le monde qu'on n'est pas là pour évaluer ou pour contrôler qui que ce soit? Et enfin, notre rôle de facilitateur, est-ce qu'il est limpide? On n'est ni un expert, ni un manager, et encore moins un espion. Et là, attention, deuxième énorme drapeau rouge. Si à un moment ou un autre, la direction demande un retour sur le contenu des séances, la réponse, c'est non. Point. C'est une ligne rouge qu'on ne doit jamais franchir. Accepter ça, ce serait tout simplement trahir la confiance des participants et transformer l'espace de parole en un outil de flicage. Bon, l'enquête sur la demande, c'est fait, mais l'enquête n'est pas finie. Maintenant, le projecteur se tourne vers nous, l'intervenant. Et la question est directe, est-ce que je suis la bonne personne pour cette mission? Là, il faut être honnête avec soi-même, est-ce que je suis suffisamment neutre par rapport à cette institution? Est-ce que j'ai des relations, des amis qui pourraient biaiser mon jugement? Est-ce que je me sens d'attaque pour gérer les conflits qui pourraient émerger? Et surtout, est-ce que je ne risque pas de me faire instrumentaliser, de devenir un pion dans un jeu qui me dépasse? Se poser ces questions, c'est juste la base de l'honnêteté professionnelle. Voilà, l'enquête est bouclée. On a toutes les pièces du puzzle, il est temps de rendre notre verdict. Et à ce stade, il y a 3 décisions possibles. 3 chemins clairs et assumés. Et c'est aussi simple que ça en a l'air. Première option, on accepte. Deuxième, on ajuste, c'est-à-dire qu'on accepte mais à certaines conditions. Et troisième, on refuse. Et il faut bien comprendre que chacune de ces 3 options est une décision professionnelle tout à fait légitime. La logique derrière est assez claire en fait. On accepte si tous les voyants sont au vert, la demande est saine, les conditions éthiques sont réunies,
parfait. On ajuste si le fond de la demande est bon, mais qu'il faut renégocier le cadre, le public, les objectifs. Et bien sûr, on refuse si les lignes rouges éthiques sont franchies ou si on sent qu'on risque de se faire manipuler. Et ça, c'est un point vraiment important. Savoir dire non, ce n'est pas un aveu d'échec. Loin de là. Parfois, c'est l'acte le plus professionnel, le plus constructif qu'on puisse poser. Parce qu'un refus bien argumenté, ça peut forcer l'institution à regarder le vrai problème en face et, pourquoi pas, à chercher une solution bien plus adaptée. Ok, imaginons qu'on accepte, ou qu'on ajuste et qu'on trouve un accord. Il reste une dernière étape et elle est cruciale. Mettre tout ça par écrit. Et non, ce n'est pas juste de la paperasse, c'est vraiment un acte de protection pour tout le monde. Ce document, on l'appelle souvent une note de cadrage ou une convention. En gros, c'est un contrat qui met noir sur blanc tout ce qu'on s'est dit. Les objectifs, les rôles, les limites et surtout les règles du jeu en matière de confidentialité. Tout doit y être. Il faut vraiment voir ça comme une protection mutuelle. Ça protège les participants, parce qu'ils savent exactement où ils mettent les pieds, et ça protège aussi l'intervenant, qui a un document de référence clair si jamais les choses dérapent. C'est juste poser des règles du jeu saines dès le départ. Donc, pour conclure, analyser une demande, ce n'est vraiment pas juste une étape administrative avant de commencer le vrai travail. Non, c'est déjà le premier acte de l'intervention elle-même. C'est ce moment clé où on s'interroge sur le sens, sur l'éthique et où on définit sa juste place. Et c'est cette lucidité, dès le départ, qui va poser les fondations d'une intervention qui a une chance de vraiment réussir.